money a long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get baby to warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Nous sommes le jeudi 29 février 2023, dernier numéro de Kinkiliba de ce mois de février. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre matinale, la première du Sénégal, qui vous réveille dans la bonne humeur tout en vous informant. Comme tous les jours, vous allez retrouver le bulletin météo ainsi que le bulletin d'information, sans oublier la gymnastique. Mais les jeudis, le coach Tandara est en plateau avec nous et également il sera accompagné de la chronique de Alioune Diop de l'autre côté des studios. Alioune Badara Kane m'accompagnera aussi. Il interrogera nos deux invités du jour. Sans plus tarder, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? C'est la météo. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la Nassim. La couche de poussière va persister sur le pays au courant de cette journée avec une chaleur qui sera très notable par endroits, surtout dans les localités sud et est du territoire au courant de ce jeudi. Donc, l'animation satellite permet de voir un ciel qui sera parsemé de nuages avec des vents qui vont souffler essentiellement d'est au courant de la période et des éclaircies par moments notés sur le pays. Les prévisions mettent en exergue des températures élevées, attendues dans le sud mais aussi dans l'est, des températures d'au moins 40 degrés entre Sédhiou et Cap-Bakel, mais aussi dans la zone de Kaffrine, Tambacounda et Kolda, et des pics de 42 degrés retrouvés aux alentours donc de Kédougou, les températures les plus élevées attendues. Et vers le centre du pays, des températures qui vont dépasser 35 degrés et rester en dessous de 40 degrés. À Dakar, une température de 26 degrés y est attendue au courant de cette journée. Donc la plus basse, donc la mini des maxi, et un ciel qui sera, comme je disais tantôt, parsemé de nuages avec des éclaircies par moments notés sur le pays. La couche de poussière donc va toujours persister. Elle restera de mise sur l'ensemble du territoire étant plus marquée par endroits, notamment à Dakar, avec également une chaleur qui va accompagner cela dans les localités sud et est. Des températures d'au moins 40 degrés y sont attendues. Et un ciel qui sera par moments peu nuageux, avec le soleil qui va donc taper fortement sur une bonne partie du territoire. Chers téléspectateurs, voilà, c'en est tout pour votre bulletin météo. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, passez une excellente journée. C'était le bulletin météo avec nos partenaires de la Nassim. Ils m'ont rejoint en plateau Alioune Badara Kane, accompagné du coach Tandara et de nos deux invités de ce matin. Coach, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, ça n'a pas bien marché. Hein. Vous n'avez pas fait de sport? Ah non. Je n'ai pas fait. J'ai raté. Hein, parce que là, Vous êtes réveillé en retard? Ah oui, j'ai mal réglé. Normalement, à 3 h du matin, mais malheureusement. Bon, de toute façon, on va se racheter cet après-midi. En tout cas, vous êtes très bien habillé ce matin. Ah oui? Un costume de 3 ensembles. Comment on dit en... 3 quarts, hein? C'est pas ça? En tout cas, vous êtes très bien habillé, mieux habillé qu'Alioune Badara Kane aujourd'hui et hier. Hier, il nous a sorti une cravate blanche. On n'a pas compris pourquoi. Alors, vous êtes très bien habillé. Ça symbolise la paix et le blanc. Hein? On ressent le goût de Saint-Louis. Hein? Alioune Badara Kane, toi, que les origines de Saint-Louis sont à revoir. Comment vas-tu? En tout cas, les Saint-Louisiens qui me connaissent, qui te regardent, ont envie de faire le trajet Dakar-Saint-Louis vite fait, hein, expressément, pour vous dire, Anta, vous vous êtes trompé, hein. Il est bien un fils de Saint-Louis. Moi, j'ai envie de te dire, regarde-toi justement à l'image. Quand on a un plan à deux, on voit tout de suite la différence. Là, tout de suite, là. On voit l'homme de Nar et l'homme du Fouta. Mais devant le coach Tandara, je ne ferai toujours pas le figure. Hein. Regarde. Le coach, quand même, il est notre référence dans pas mal de domaines, hein, dans le domaine vestimentaire, dans l'habillement. Il ose plus que nous. Donc, parce que voilà, c'est un grand monsieur, c'est un vrai dandy aussi. Hein. Ça, c'est vrai. El Hadji Coach Tandara. Voilà. Alors, quel est le menu de votre chronique de ce matin? Alors, ce matin, on va parler d'une discipline originaire de l'Inde. Il s'agit du yoga. Je crois que tout le monde connaît le yoga. C'est une discipline, il faut
cherché vers les années 2000, vers les années 200, avant 200 ans, avant Jésus-Christ. Pour le yoga. Donc, qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Nashiddin Komar. Et là, véritablement, c'est une discipline qui est très prisée d'ailleurs en Inde. C'est comme qui dirait ici au Sénégal, la lutte sénégalaise, mais en Inde, tout de même, tout le monde fait du yoga. Très bien, et ce sera à découvrir dans la première partie de ce magazine. Aline Badarakan, ça va, bien réveillé? Oui, ça va. Tu as fait du sport ce matin? J'avoue que non, pas encore. J'attendrai le soir, hein, Inch'Allah, pour faire quelques foulées. D'accord, ou tu attends plutôt le dimanche? Ils sont nos invités de ce matin. De toute façon, j'aurai toujours du mal à te convaincre. Hein. Ce serait difficile. Alors, qui sont nos invités de ce matin? Nous avons le plaisir d'avoir deux jeunes invités, chacun engagé dans son domaine, respectivement la santé et les jeux vidéo, c'est-à-dire pour imposer le Made in Sénégal dans ce domaine-là, qui est donc le jeu vidéo, le monde des jeux vidéo, je peux le dire ainsi, avec donc M. Ahmed Diagne, qui est un promoteur de jeux vidéo Made in Sénégal. Donc, c'est une affaire de famille et de passion au tout début, hein, parce que voilà, je pense que voilà, c'est ainsi qu'ils sont passés le mot, qu'ils sont promis donc de se lancer dans ce monde-là un peu concurrentiel, où souvent l'Afrique également voilà, se contente juste d'être consommatrice et de ne pas trop proposer. Et là, enfin, nous avons de jeunes Africains, des Sénégalais qui proposent au marché sénégalais, au marché africain, des jeux vidéo vraiment made in Africa, made in Sénégal. Et j'imagine, j'espère, que ces jeux vidéo-là prendront en compte nos réalités socio-culturelles, parce que souvent ce que l'on reproche aux jeux vidéo qui nous viennent de l'étranger, c'est qu'ils sortent un peu de notre cadre socio-culturel, que ça ne tranche pas trop avec nos réalités, et que cela pourrait même pervertir notre jeunesse. Et donc c'est pour cela que je pense que c'est un marché qui est porteur, et donc on reviendra sur cela, sur leur engagement, sur leur passion pour les jeux vidéo, et certainement sur leur dernière création. Mais d'abord, la première partie sera réservée, bien sûr, à la problématique de la santé, surtout pour ce qui concerne les maladies rares, hein, avec notre premier invité, M. Birahim Aïdara Ndiaye, un homme très engagé, en tout cas, qui se bat beaucoup pour la prise en charge de ces maladies-là dites rares. On sait que donc, le système de santé fait face à beaucoup d'urgences. Donc, normalement, ce qui fait que malheureusement, ces maladies-là sont un peu reléguées au second plan. Et ceux qui en souffrent ont voilà, toutes les peines du monde, hein, à se faire soigner, à bien se faire prendre en charge. Donc, on fera le plaidoyer avec lui à l'occasion de la célébration ce jour, hein, donc de la journée mondiale des maladies rares. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, il y a pas mal de maladies que l'on occulte qui sont là, et malheureusement, beaucoup de nos compatriotes en souffrent, mais voilà, faute d'une bonne prise en charge, ils sont dans leur petit coin avec leurs maigres revenus, et c'est un lourd fardeau, c'est pratiquement la double peine pour ces Sénégalais, alors que le système de santé doit être vraiment inclusif. Donc on reviendra sur le travail qu'il fait dans le cadre de l'association dont il est le président, Tahaouma Assistance Handicap, le concours, bien sûr, voilà, des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le domaine de la législation pour une meilleure prise en charge donc, de ces malades-là? Voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre premier invité, j'ai envie de dire, parce que bon, je crois que c'est un thème fédérateur. Voilà, Birahim Aïdara Ndiaye. Alors, bonjour monsieur. Voilà. Monsieur Ndiaye, comment allez-vous? Oui, merci madame, merci donc monsieur Kane, et merci cher père, papa, et vraiment le cher monsieur que je me suis connu ici. En tout cas, on vous dit merci beaucoup pour cette belle invitation. Et en tant que donc monsieur Brahim, en tant que donc, un jeune diplômé, donc à l'université de Turquie, je suis spécialisé dans le domaine des sciences du Coran et en même temps de la sociologie. Et ensuite, je suis membre et fondateur de l'association Tahaouma des maladies rares du Sénégal. Alors, les maladies rares, on en parle peu. Alors aujourd'hui, quelles maladies rares retrouve-t-on au Sénégal? Bon, il y en a pas mal de maladies rares au Sénégal. Maintenant, je pourrais vous donner un exemple par rapport à M. Brahim. Donc moi, je suis victime d'une maladie rare qui s'appelle la myopathie dystrophie musculaire. D'accord. Il y en a aussi donc, la myopathie de ceinture, il y a la myopathie de Becker.
Il y a aussi une maladie rare qui s'appelle amyotrophie finale. Il y a aussi donc une autre maladie qui s'appelle donc CLAF. Et il y a aussi une maladie qui s'appelle Charcot. Il y a donc un ancien joueur du Sénégalais qui s'appelle Paboubou Diop. Même il est décédé de il avait cette maladie rare. Bon, pour vous dire, manière de ramasser, qu'il y a pas mal de maladies rares, mais elles ne sont pas encore tellement connues. Mais dans notre association, on a donc réussi pas mal du nombre de cette maladie. On a commencé d'avoir des nouveaux informations, parce qu'avant de confirmer cette pathologie, il faut que le patient fasse un test génétique. Parce que cette test génétique, ça va confirmer il a quelle maladie exacte, ça confirme exactement. Et grâce aujourd'hui, l'association Tahaouma Assistance Handicap et en collaboration avec un neurologue espagnol généticien, il est donc à l'hôpital Fann. Grâce à lui, on a pu avoir un base de nombre de 800 malades qui sont victimes des maladies rares. 800 au Sénégal. 800 au Sénégal. Et ça, ce sont ceux-là qui ont eu la chance d'être diagnostiqués. Hein, voilà. Donc, à travers justement les tests génétiques, voilà, qui peuvent prendre aussi beaucoup de temps avant d'avoir ces résultats-là. Mais nous en parlerons dans la première partie de ce magazine. Monsieur Diagne également est avec nous. Comment allez-vous? Bien réveillé ce matin? Alhamdulillah, bien réveillé. Et vous, comment allez-vous? Nous allons bien en tout cas. Nous sommes contents de vous recevoir en plateau. Alors on va parler aujourd'hui de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux de vidéo sénégalais, made in Sénégal, qui ont été conçus par les Sénégalais? Merci d'abord pour l'invitation. Donc, je salue tout le monde et en passant, nous vous remercions pour cette belle invitation. C'est un plaisir. Dans le domaine des jeux vidéo, on a eu à faire des recherches. C'est un domaine très intéressant déjà. Nous, on s'est intéressé à cela depuis assez longtemps. Disons que c'est une histoire d'enfance. C'est une histoire d'enfance. Donc, on s'intéressait d'abord à l'art en tant que tel. Donc, on faisait d'ailleurs, de par le passé, des bandes dessinées et tout. Maintenant, après, en progressant, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas regarder un autre milieu? Donc, on s'est intéressé au domaine du jeu vidéo. Maintenant, après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte qu'effectivement, donc au niveau du Sénégal, en Afrique même, de façon générale, il y a très peu de côté production de jeux vidéo. D'accord. Mais consommation, comme l'a dit M. Ken, donc il y en a énormément. Donc les statistiques, il y a un déficit réel de la balance qui est observé. Donc au niveau même du Sénégal, il y a certains qui ont eu à produire des jeux vidéo qui étaient très intéressants. Mais donc au plan de si on compare la qualité des jeux vidéo qui sont produits actuellement à ceux qui nous viennent de l'extérieur, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement. Et ça nous fait penser à notre Ilham, le jeu vidéo qui est très ancré, on va dire, dans ce milieu-là. Mais généralement, on dit que vraiment toutes ces personnes qui sont derrière ces jeux vidéo-là sont entre guillemets des geeks. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, enfin... Non. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Donc, geek, quand même, c'est un mot très fort. Hein? Ouais, c'est quand même assez fort. Nous, on en a un ici. Parce que le jeu vidéo, il y a deux facettes. Il y a ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais il y a aussi les développeurs de jeux vidéo. Donc, on peut dire que parfois, les motivations sont un peu différentes, aussi bien du côté joueur que du côté de celui qui... s'active du côté développement. D'accord, et on en parlera dans la seconde partie de ce magazine. Avant cela, permettez-moi de parler de 3 sujets, notamment un sujet qui a attristé vraiment tout le Sénégal. C'était hier le chavirement d'une pirogue de migrants qui a fait au moins plus de 20 morts à l'île Badarakan. À Saint-Louis. À Saint-Louis, effectivement. Ils ont échoué sur les côtes de Saint-Louis. C'est vrai que c'est très difficile, parce que au moins plus d'une vingtaine de nos compatriotes, je pense, comme ça emportés par ce drame-là, que l'on aurait pu éviter, parce que souvent j'imagine qu'ils sont bien jeunes, ceux qui sont morts donc de ce chavirement. Et que tous, peut-être, ils étaient à la quête du bonheur, mais souvent également un bonheur qui est, on peut le dire même, qui relève même de l'impossible. Parce que
traverser déjà l'océan Atlantique en cette période extrêmement compliquée pour la navigation maritime. Déjà, il y a tellement de houle sur cette façade maritime-là. Après, faire la traversée également de la Méditerranée, qui a englouti pas mal de corps, brisé pas mal de vies. Une fois arrivé en Europe, ça va être aussi un autre parcours du combattant pour beaucoup de ces migrants africains-là, parce que c'est l'Eldorado. Et comme on le dit, l'Eldorado, c'est un pays qui n'existe pas. C'est un pays où il fait bon vivre, où tout est facilement acquis. Or, tel n'est pas le cas. À l'heure actuelle, ceux qui sont de l'autre côté en Europe, mais ils galèrent gravement, difficilement d'ailleurs, pour joindre les deux bouts, parce que la crise, elle est mondiale. Donc, le fait de quitter l'Afrique et d'atterrir en Europe ne vous donne pas la garantie d'avoir une vie meilleure. Et souvent, beaucoup de ces jeunes-là ont laissé ici des familles et avaient, certains en tout cas parmi eux, avaient la possibilité même de vivre décemment au Sénégal, n'est-ce pas, s'ils avaient peut-être pu entreprendre dans certains secteurs d'activité. Oui. On parle des jeux vidéo, je pense que c'est un marché par exemple prometteur. Il y a d'autres également secteurs qu'ils auraient pu investir. Il faut déjà donc, à ce niveau, leur tenir un discours de vérité. C'est-à-dire dire la vérité à ces jeunes-là, leur dire que ça, ce n'est pas la solution à adopter. C'est un raccourci vers même l'inconnu. Hein, parce que quand même le taux de décès est extrêmement élevé par rapport à ceux qui réussissent même à entrer en Europe. Et parmi ceux-là qui y sont, ça également, ça va être une autre galère pour eux également. Donc, tenons ce discours de vérité-là à ces jeunes. Disons-leur que, voilà, vous n'avez pas besoin de tenter l'immigration clandestine. Restez au Sénégal, battez-vous, essayez de vous battre. Maintenant, à condition qu'il y ait véritablement des mécanismes sur le plan institutionnel capables de les retenir, au moins de leur donner de l'espoir. Parce que cela également, c'est important. Parce que, comme on le dit, l'espoir fait vivre. Il faut également qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion dans notre système économique, dans notre système socio-économique. Que ces jeunes-là puissent se sentir vraiment pris en compte par ces mécanismes-là publics mis en avant, bien sûr, par l'État du Sénégal. Il y en a, mais je pense qu'on devrait encore faire davantage, faire plus. Parce que la demande, elle est là, elle est forte. On est dans un pays où pratiquement 70% de la population est jeune. Il est clair qu'on ne peut pas donner de l'emploi à chacun, mais au moins qu'il y ait de l'espoir, qu'ils sachent qu'ils sont la priorité du pays, qu'ils sont la priorité des décideurs, et que également les leaders d'opinion, que chacun puisse jouer son rôle pour vraiment prêcher la bonne parole, faire de la sensibilisation, parce que il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir et revoir également notre politique de l'emploi. Je pense qu'il n'y a que cela qui nous permettrait un peu de réduire un peu ce genre de drame-là et de retenir au pays le maximum de jeunes possible. Parce que voir un jeune Africain qui est à la fleur de l'âge, quitter le continent, déjà rien que pour cela, c'est une perte pour l'Afrique. Ça rappelle un peu la période négrière. Pourquoi l'Afrique a accusé du retard après? Pourquoi l'Afrique a été facilement conquise par l'Europe? C'est parce que durant la période de la traite négrière, il y a eu une forte saignée. Parce que les bras les plus valides ont été amenés de l'autre côté, de force. Et il a fallu encore beaucoup de temps pour l'Afrique pour refaire son retard sur le plan démographique. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'Afrique, mais à condition que l'on puisse utiliser cette force sur le plan démographique pour nous permettre de rattraper le retard s'il y a un retard à rattraper et de pouvoir rivaliser avec toutes les autres nations. Donc vraiment, je m'incline devant la mémoire de ces disparus et prie pour le repos de leur âme. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur Diagne, tout à l'heure, Aline Badarakan en parlait. Ce sont des jeunes qui tentent cette aventure qu'on peut qualifier un peu de suicidaire. Est-ce que vous aviez un message en tant qu'entrepreneur? C'est aussi un budget qui est mis à la disposition, on va dire, de ces piroguiers. Ce budget-là ne pourrait pas finalement permettre à ces jeunes-là d'investir? Si, bien sûr. Disons que c'est un problème assez complexe. C'est un problème assez complexe, mais n'empêche qu'il pourrait se résumer d'une certaine façon, en d'autres termes. Les opportunités, ils existent et ils sont bien là. Il n'y a pas de besoin de prendre une pirogue et de s'en aller. Un principe clé est que l'union fait la force. L'union fait la force.
Mais cette force-là, il faudrait qu'elle soit mobilisée de façon efficace, venant des institutions, venant des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir s'organiser, il faudrait pouvoir promouvoir les idées et les réaliser. Maintenant, comment? Disons que déjà, par exemple, nous, bon, on a parlé d'entrepreneuriat, vous dites que entrepreneur, bon, c'est vrai, il y a deux aspects, bon, peut-être on aura l'occasion d'en parler après. Actuellement, on est dans le milieu du jeu vidéo. C'est un hobby, en réalité. Bon, ma formation, c'est génie civil, ingénieur génie civil. Mais, comme je le dis, il y a la partie artistique, donc, qui était une passion, et on a tenté de prendre ça pour en faire quelque chose. Mais comme nous, on ne fait jamais les choses en regardant uniquement du côté passion, on se dit, bon, à quoi pourrait bien nous servir le fait d'exploiter le jeu vidéo, en fait, au Sénégal? Parce que le fait de jouer, bon, à quoi ça pourrait bien nous servir? Mais lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend compte que le fait de jouer même, le fait de se divertir, fait partie intégrante même de l'être humain. Donc il faut se divertir, on ne peut pas être uniquement en train d'apprendre ou bien uniquement en train de travailler. C'est l'homme qui est comme ça. Maintenant, lorsqu'on se divertit, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit même d'une industrie en tant que telle. Une industrie en tant que telle, ça peut varier. Donc, il y a les jeux vidéo, il y a d'autres types de divertissements. Maintenant, du côté jeux vidéo, malheureusement, la connaissance encore est limitée. Du côté africain, du côté... Bon, parce qu'aussi, avoir accès à ce genre de contenu n'est pas facile. Surtout du côté des programmeurs. Bon, mon frère aurait pu en parler un peu plus. Bon, c'est lui qui s'est occupé surtout du côté développement. Moi, c'était du côté graphique. Maintenant, on a vu que, par exemple, selon les statistiques, globalement parlant, l'industrie du jeu vidéo est placée au-dessus de l'industrie et de la musique et même du cinéma et même l'industrie même littéraire. Ah oui. Comme quoi ça peut être également une niche d'emploi pour tous ces jeunes Sénégalais-là. Exactement. Qui veulent traverser l'océan. Pour produire un jeu vidéo, il vous faut un infographe. Il vous faut quelqu'un qui fasse les travaux artistiques. Aujourd'hui encore, il y a d'autres, par exemple, tels que les designers 3D. Donc, il y a côté développement, donc les programmeurs. Il y a plusieurs corps de métier. Il y a plusieurs corps de métier. La partie audio, il faut un technicien audiovisuel et tout ça. Donc, tout cela regroupé constitue des emplois. Donc, du côté jeux vidéo, donc je disais qu'il y avait deux parties. Le joueur, mais ça, c'est du côté production. Très bien. Côté production. Donc, toutes ces personnes-là, imaginez un peu, pour produire un jeu vidéo, déjà, cela requiert d'avoir beaucoup de développeurs. Parce qu'en réalité, il y a certains, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeu vidéo qui est très sérieux. Par exemple, les grands titres qu'on a l'habitude d'entendre se font généralement par une grande équipe, pas par de petites équipes. Et rien que ça pourrait créer beaucoup d'emplois. Rien que ça pourrait créer beaucoup d'emplois. Donc, merci c'est pour pas la cette peine de réaction. prendre des pirogues. Il existe beaucoup d'opportunités et ce n'est pas seulement cela. Donc, il y en a d'autres. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Effectivement, et Aline le disait tout à l'heure, l'espoir fait vivre. Alors, Monsieur Ndiaye, réaction par rapport à cette actualité qui a vraiment fait froid au dos. Déjà, je dis que c'est très touchant d'abord. Et nous tous, on est des Sénégalais. Maintenant, peut-être le conseil que j'ai, c'est d'abord, en tant que moi, en tant que jeune, bon, avec mon handicap, bon, je dirige un cabinet d'arôme consulting et je lance dans le volet de l'entrepreneuriat. J'essaie de s'exercer, de créer des projets. Mais bon, tu sais que la problématique, les gens parlent, mais ils ne posent pas la question pourquoi ils n'aillent pour, c'est-à-dire, pour prendre, pour faire, c'est-à-dire, moi, je vois avant, il faut que la personne soit déjà bien préparée. Ensuite, deuxième chose, il faut que chacun essaye de faire quelque chose. Il y a certaines choses que l'État peut le faire. Mais toi-même, il faut que tu maîtrises quelque chose d'abord. Même si tu ailles aller voyager, n'importe, mais il faut que tu aies un métier, le maximum. Et le problème qu'on est que nous, les jeunes, bon, je ne sais pas, c'est un phénomène, je ne sais pas.
chacun dit que j'ai un ami, il va partir ou bien qu'il est parti en Europe. Moi aussi, il faut que j'aille côte à côte. Non, chacun a son destin. Donc c'est important. Moi, ce que je lance, un appel, que les jeunes vraiment soient très conscients que nous, en tant que les jeunes, on est des relais. C'est vrai. Il faut qu'on donne un modèle, mais aller prendre des périodes comme ça et vraiment bon, ce n'est pas une bonne proposition. Mais maintenant, il faut que les jeunes vraiment être engagés et de se former, et de créer des programmes, des projets. Et vraiment, je pense que ce serait mieux que d'aller... voilà, c'est très compliqué. Cette aventure. Voilà. Et c'est un périple qu'on peut qualifier comme suicidaire, hein, coach Tandara, pour ces 326 jeunes, autant pour moi, qui ont quitté Joal pour essayer de rallier l'Espagne. Ah oui, ça c'est un véritable fléau. Je crois que ça c'est vraiment une mondialisation aujourd'hui. Un peu partout, c'est pas seulement au niveau du continent africain et au niveau du Sénégal, c'est partout sur le continent. Ça fait mal, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je pense déjà à un véritable parcours d'obstacles inachevé d'abord, et ensuite d'abord une pensée pieuse pour ces disparus, hein, et que Dieu les accueille au paradis, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment, mais aujourd'hui je pense surtout à une chose au niveau de la mer, comme vous le savez, eh bien, une mort atroce, le mécanisme. Parce que là, quand on me dit que quelqu'un est mort dans l'eau, la première des choses à faire, c'est d'abord de dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à celui-là? Puisque d'abord, dans un premier temps, vous savez, il y a des phases théoriques d'une noyade. C'est vrai. Extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Quand on sent cette douleur, vous sentez que vous allez faire votre apnée définitive, que vous allez mourir. C'est là où véritablement se situe la difficulté. Parce que vous avez au départ ce qu'on appelle l'apnée réflexe. Apnée réflexe. Bon, une apnée qui échappe à la conscience de la victime. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle des grandes respirations. Après, c'est des respirations. Vous prenez de l'air, vous prenez de l'eau, vous rejetez de l'eau à la place de l'air. C'est déjà quelque chose de très difficile, de très atroce. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les convulsions asphyxiques. Alors, avec ces convulsions asphyxiques, ce qui va faire très, très, très mal dans l'organisme. Alors, après ces convulsions asphyxiques, qu'est-ce qui va suivre? C'est l'apnée définitive, donc la mort. On n'y peut absolument rien. C'est des étapes extrêmement difficiles, ce qu'on appelle les phases théoriques de la noyade. Mais quand on me dit que quelqu'un est mort dans le... Je retrace encore une fois ces phases théoriques. C'est là où vous sentez vous-même la douleur, une douleur assez profonde. Effectivement, assez atroce. C'est dommage. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces jeunes? Moi, je pense qu'il va falloir pousser un peu la réflexion, encore une fois. Mais on a tout tenté, les États ont tout tenté. Mais quand vous avez quelqu'un qui, vaille que vaille, doit aller en Europe, je me dis, vaille que vaille, je dois aller à Barcelone ou je ne sais pas où. Là, c'est très difficile aussi. Très difficile, effectivement, notamment pour ces disparus. Et d'ailleurs, on s'incline devant la mémoire, justement, de ces disparus pour le repos éternel de leur âme. Juste leur rappeler que l'Eldorado n'est qu'un mythe et le Sénégal a besoin de sa jeunesse, le Sénégal a besoin de ses enfants. Alors, autre actualité, le coach Aliou Cissé, maintenu à la tête de l'équipe du Sénégal. Aliou Badara Kane. Ah, ok, ça a été confirmé. Je pense bien, oui. Ah bon? Je pense que... Bon, de toute façon, moi, je ne suis pas membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Ah, j'aurais été peut-être pour qu'on puisse, pourquoi pas, changer, voilà, insuffler du sang neuf, un second souffle à cette équipe dans son management. Donc, je vais être sincère, quoi. Et voilà, j'essaie toujours de l'être.
Parce que pour moi, quand même, après pratiquement 10 ans passés à la tête de l'équipe nationale, bon, Aliou Cissé, selon moi, a atteint son plafond de verre. Maintenant, si la fédération juge opportun de le laisser encore conduire les Lions du Sénégal, patientons encore, attendons de voir ce que cela va donner. Parce que la prochaine échéance, c'est pratiquement dans une année. Mais je me dis que, comme je le dis toujours, dans la compétition de haut niveau, dans le haut niveau, il n'y a pas de sentimentalisme, il n'y a pas d'état d'âme. Voilà. Parce que dans le haut niveau, véritablement, il faut faire un diagnostic sans complaisance de tout résultat, de toute campagne, pour en tirer des conclusions et pouvoir avancer. Mais on ne peut pas penser que quelqu'un est indispensable au point de le laisser à la tête d'une institution comme l'équipe nationale du Sénégal, pendant des années et des années, quand on voit que sur le plan, dans le contenu, quand même, il y a beaucoup à dire. Voilà, certes, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations précédente, mais dans le contenu, depuis 2015, en termes de jeu, en termes d'échecs dans le coaching, c'est toujours les mêmes mots qui sont diagnostiqués, c'est toujours la même attitude du coach, toujours incapable de trouver une réponse tactique à une équation tactique. Tu es très dur. Ah non, mais c'est la vérité. Moi, je ne fais que dire ce que je vois. Tu es libre de ne pas partager mon avis. Mais en 2017, il a fait face à une équation tactique qu'il n'a pas pu résoudre. On part à la campagne en Russie, au mondial en Russie. Il y a également une équation tactique que lui pose le coach colombien. Le Sénégal, là, n'avait besoin que d'un match nul. On se fait sortir. N'est-ce pas? Bis repetita, vous perdez 4 fois devant le même adversaire, l'Algérie. On est incapable de trouver une réponse tactique. Après, c'est vrai que la dernière fois, face à la Côte d'Ivoire également, écoutez, face à la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, dans le domaine du coaching, mais c'est grave. Une toute autre nation aurait tiré vraiment des conclusions de ce fiasco. Parce que sur le plan du contenu, le Sénégal n'a pas su trouver véritablement des réponses tactiques pour contrer cette équipe ivoirienne, alors qu'on avait les moyens. C'est vrai, la pilule n'est pas passée. La preuve, non, ce n'est pas que la pilule est passée ou pas. C'est-à-dire, il faut que l'on en arrive aujourd'hui à ne pas mettre en avant un certain sentimentalisme dans la prise de décision. Cette équipe nationale du Sénégal a besoin de progresser. Ils ont maintenu à l'issue, mais au moins que la direction technique nationale puisse bien faire son job. Et bien maintenant, le DTN, lui aussi, également, restera au poste, en poste. Maintenant, que chacun s'assume et que l'avenir nous édifiera. Mais je me dis que dans l'approche, sur le plan du coaching, cette équipe nationale du Sénégal doit progresser. Vous ne pouvez pas avoir une bolide aussi puissante et qu'elle ait de la peine à dépasser même les vieilles voitures-là du siècle précédent. Aliou Badara Kane, merci beaucoup. Réaction, Aliou Cissé à la tête du coach, à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, très rapidement. C'est mon avis, moi. Bon, moi, je dirais que ça, c'est la donne des professionnels du football. Bon, c'est eux qui savent. D'accord. Monsieur Diaye? Bon, moi, je pense qu'on avait de l'espoir, comme tout le monde, malgré le Sénégal a une chance vraiment, mais je pense qu'il fallait qu'on change vraiment notre profil pour que le Sénégal, pour que les talents soient bien utilisés. Merci très bien, beaucoup. vous êtes d'avis avec Aliou Badara Kane. Très rapidement. Bon, alors moi, je vais être très laconique dans cette affaire-là. C'est vrai, Aliou Cissé, mais tout de même, à son corps dépendant, il a battu une très grande équipe. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal que nous avons a fière allure, quoi qu'on dise. C'est vrai, et évidemment, l'entraîneur est jugé de par ses résultats. Alors, c'est vrai que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, Aliou Cissé a été le meilleur entraîneur que le Sénégal a connu. Qu'est-ce qu'on cherchait depuis 1965, première participation du Sénégal? On cherchait une Coupe d'Afrique des Nations. Dieu a fait qu'au Cameroun, on a gagné la première Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est qui nous a amené cette Coupe? C'est Aliou Cissé. Évidemment, dans le football, c'est vrai que le football a aussi ses impondérables. Et ça, ses il faut le réalités dire. Contre la Côte d'Ivoire, Aliou Cissé a commis des erreurs. Ça, je crois qu'il y a eu des erreurs. Ça aussi, ça peut arriver. C'est tous les entraîneurs qui commettent des erreurs. Bon, ça, c'est vraiment... Moi, je ne le juge pas sur ce match-là. Quand je dis que je regarde ce qu'il a fait déjà pour nous, bon, maintenant que la fédération retienne Aliou Cissé, bon, ça, c'est... Je ne veux pas apporter un jugement.
Bon, maintenant, on verra. L'avenir va nous... Vous parliez tout à l'heure du Cameroun. Notre nouvelle au niveau justement du Cameroun, mauvaise nouvelle. D'ailleurs, pour le coach du Cameroun, Robertson, qui a été démogé. Ouais. Aline Badara Kane, très rapidement. Mais ils ont tiré les leçons qu'il fallait tirer donc de la campagne désastreuse du Cameroun. Quand vous êtes une grande nation, il n'y a pas d'état d'âme, comme je ne cesse de le dire. Hein. C'est vrai, il nous a apporté un trophée, mais est-ce une raison pour le maintenir à vie à la tête de l'équipe nationale du Sénégal? L'équipe ne va jamais progresser. Non, j'arrive à la question du Cameroun. C'est ce que les Camerounais ont su faire également. Rigobert Song, c'est une légende. Comparé à Aliou Cissé en termes de palmarès, il n'y a même pas photo. Rigobert Song, mine de rien, c'est le capitaine courage, le capitaine emblématique qui a soulevé deux CAN, si je ne me trompe pas, qui a été plusieurs fois mondialiste. C'est quelqu'un qui a apporté véritablement de la niaque, de l'envie, cette envie de gagner dans la tanière des Lions Indomptables. Par la suite, il aura été sélectionneur. Mais quand on lui a donné sa chance la première fois, il est allé dans des conditions difficiles. Il a réussi à qualifier le Cameroun avec quand même le miracle de Bilida. Le Cameroun est allé au mondial. Même si dans le contenu, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, ils ont donné une autre opportunité. C'était la CAN. Mais avec la CAN, on s'est rendu compte que vraiment Rigobert doit encore fourbir ses armes pour prétendre diriger quand même une nation comme le Cameroun. Et les Camerounais ont su prendre la décision courageuse qu'il fallait. C'est aussi simple que cela, le football. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez gagné par le passé, que vous avez été une légende, que vous avez un blanc-seing, que vous pouvez permettre de faire n'importe quelle bêtise sur le plan tactique et tout cela. Et on va encore se dire, bon, il a été une légende, il nous a apporté tant et tant, donc on va encore le maintenir. Je suis désolé. Un groupe a besoin d'évoluer, a besoin de progresser. Et comme l'a dit M. Aïdara, quand vous voyez en fait tout le matériel qui est mis à sa disposition, mais on a aujourd'hui pratiquement le meilleur groupe d'Afrique. Il faut que ce groupe progresse. Le Sénégal, encore une fois, en termes de standing, de coaching, je crois que ça a été même à la limite... Ça a été meilleure équipe de l'histoire du Sénégal. Je pense que ça a été une faute professionnelle pour le groupe du Sénégal, pour le staff du Sénégal, que de se faire dominer par un adversaire pendant pratiquement plus de 90 minutes. Et ce n'est pas la première fois, à chaque fois que l'on fait face à une montagne sur le plan tactique, que l'on puisse avoir du mal à trouver la solution. Et on va me dire non, jetons tout ça dans la poubelle, avançons, peut-être qu'il y aura encore un miracle. Peut-être demain on pourra encore heurter le mur, hein, et ça sera encore beaucoup plus difficile. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Aliou Cissé, il est payé avec nos impôts. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais à la banque, là, on me prélève une bonne partie, en tout cas, de mon salaire en termes d'impôts. Non, je ne pense pas qu'à lui. Mais on le paye grâce à mon argent. Si ça ne me pose pas de soucis, moi, ça me pose quand même de la peine. Je me dis que mon argent doit servir à quelque chose. Merci beaucoup. L'équipe du Sénégal, c'est notre patrimoine à nous tous. Et qu'on arrête de nous dire, vous n'avez pas votre mot à dire. Je suis désolé. Moi, j'aurai toujours mon mot à dire. C'est notre équipe nationale, c'est avec notre argent. Déjà, il y a un journal de la place qui est revenu, par exemple, sur l'affaire des primes là, lors de cette canne. Mais il y a beaucoup de Sénégalais qui sont, écoutez, entre guillemets, bien sucrés. Hein, comment quelqu'un peut-il faire juste 4 matchs et se retrouver avec 14 millions de francs CFA comme prime? Et je ne parle même pas des jours, je parle là d'officiel et tout cela. Donc je crois qu'également, aujourd'hui, il faut que l'on puisse donner la possibilité au Sénégal de dire la vérité, de dire ce qu'il pense de l'équipe nationale. Aliou Cissé, il a été une légende, il nous a apporté une Coupe d'Afrique des Nations, mais l'équipe nationale du Sénégal ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas plutôt. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire moi sur ce sujet. La fédération maintenant est libre de prendre la décision qu'elle voudrait. Allez. Et puis, l'avenir nous édifiera. On passe une bonne matinale ce matin avec une belle tasse de café. Avec cette tasse-là qui va m'apaiser. Alors, tout de suite, on va passer à la rubrique gymnastique. Aline Badara Kane, ça va, c'est bon? C'est bon, merci à Cathy Bara. Merci Cathy. Alors, on passe tout de suite à la gym, juste après le jingle. On se retrouve. Alors ce matin, coach, on va parler de yoga. La semaine dernière, où on avait parlé du pilates, on avait dit d'ailleurs que le pilates ressemblait au yoga. Alors le yoga qu'on a tous vu, on en a tous entendu parler. Alors on peut regarder comment ça se passe? Ah oui, on peut regarder, mais juste dire que le yoga, c'est un sport. D'abord un sport dans la spiritualité, un sport de méditation, mais aussi le yoga, c'est un sport véritablement de grande respiration. Alors aujourd'hui, la différence, c'est que les hindous ne sont pas très contents depuis que le yoga a été découvert du côté de l'Europe. On a tendance là-bas à moderniser le yoga. Alors, moderniser le yoga, c'est quoi?
c'est-à-dire privilégier l'aspect physique, l'aspect endurance, mais aussi l'aspect musculaire. D'accord. Alors que chez les hindous, là, c'est la spiritualité, mais aussi une certaine philosophie. Donc, c'est ça la différence. Alors, tout de suite, on peut aller voir le coach Bou sur la question et il va nous faire une démonstration. Bonjour mesdames et messieurs, nous saluons tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du yoga et on va vous proposer des exercices yoga. Donc, si vous savez bien, le yoga, c'est une discipline qui est ancienne, mais qui est favorable et qui peut être pratiquée par tout âge. Donc, vous savez bien. Donc, raison de plus, aujourd'hui, on a choisi ce concept pour vous le faire présenter parce que d'autant plus que ça peut nous tonifier nos muscles, ça peut nous faire travailler notre cardio, notre agilité, en même temps faire travailler ce qu'on appelle notre souplesse, notre flexibilité. Aujourd'hui, on l'a choisi pour que vous puissiez bénéficier des bienfaits du yoga avec des exercices qu'on va vous proposer tout de suite, qui sont du low impact, qui sont mous, doux, classe, et avec une très bonne respiration, vous pouvez avoir la sensation forte dans cette pratique-là et sans danger. Vous pouvez le faire. Donc, on se donne tout de suite dans les démonstrations. Et merci et coucou à tous ceux qui sont sur le plateau. Vous, alors, coach Tandakha, qui est-ce qui doit pratiquer, on peut dire ça ainsi, le yoga? Oui, en tout cas, au niveau de l'Inde, là où le yoga est originaire, ils vous disent que tout le monde doit pratiquer le yoga. Tout le monde. Parce que c'est un sport éminemment thérapeutique. Voilà ce qu'ils vous disent chez eux. Que ce soit les yogis, les yogines. Mais là, on vous dit tout le monde doit pratiquer le yoga. D'accord. Alors, c'est pas pour rien que dans les écoles au niveau de l'Inde, à 5 ans déjà, on vous apprend, vous avez des cours de yoga. D'accord, dès le bas âge? Ah oui, le bas âge. Hein? Après le développement sensorimoteur, mais tout de suite, on vous plonge vers le yoga. Ensuite, vous avez aussi les personnes qui ont des affections diverses, qui peuvent pratiquer le yoga, puisque simplement, le yoga va participer, en tout cas pour leur santé. Ça va être, en tout cas, ça va contribuer surtout pour soigner certains malades. Hein, parce que le yoga, en tout cas au niveau de l'Inde. Mais en plus maintenant, tout le monde peut pratiquer le yoga. Je crois que ça c'est ouvert, tout le monde peut pratiquer le yoga. Ça c'est clair, hein, c'est pas interdit. Voilà. Très bien. Et quels sont finalement les bienfaits du yoga? Alors les bienfaits d'abord, sur le plan musculaire et articulaire, aucun problème. Si vous pratiquez le yoga régulièrement, vous n'aurez pas de problème musculaire et articulaire. Ensuite, les soucis, l'ennui, l'anxiété, comme aux jeux vidéo, hein, là vraiment, tout va partir. Il n'y a aucun problème avec le yoga. Vous savez, c'est une discipline vraiment de méditation. C'est donc entre l'esprit, l'univers et l'esprit. Voyez-vous. Très bien. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose aussi de très important. Ça vous pousse un tout petit peu dans une méditation qui fait que le yoga est éminemment thérapeutique. Mais en tout cas, grosso modo, tout le monde peut pratiquer le yoga. Très bien. Merci beaucoup, coach Tandakha, pour cette chronique de ce matin dédiée au yoga. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre, notamment sur nos plateformes digitales. Aline Badarakan, tu as beaucoup de personnes qui te soutiennent sur les plateformes digitales, notamment Samuel Sadio qui dit « Aline Cissé est le meilleur coach que le Sénégal n'a jamais connu, mais il doit vraiment partir ». Fodé Diafanra qui dit « Très franchement, Aline Cissé a fait ce qu'il doit faire à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, mais en réalité, en ce moment, il doit céder la place, car jusqu'à présent, moi, je n'en reviens pas justement de la défaite. Vous n'êtes pas le seul. Aline Badara également. Tout de suite, on passe à la rubrique invité. Juste après le jingle, on se retrouve. Alors, Aline Badarakan, on commence par Monsieur Ndiaye. Oui, bien sûr. Donc, certainement, notre invité, le deuxième invité, M. Diane, comprendra bien. Hein?
Donc il est solidaire à cette cause plus que noble, hein, qui 100%. consiste à faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge donc, de ces maladies dites rares. Et pour en parler, je pense que nous avons la personne qu'il nous faut. Et, il en souffre lui-même, mais il est tellement courageux, hein, Monsieur Aïdara Ndiaye, tellement courageux que j'ai pensé à lui à l'occasion donc de cette journée mondiale pour venir sur ce plateau faire le plaidoyer, vraiment prêcher donc la bonne parole. Alors, Monsieur Ndiaye, Aïdara Ndiaye, alors vous souffrez donc de la myopathie donc de Duchenne, hein, une maladie également très rare et qui est un peu handicapante. Mais malgré tout cela, vous en avez fait même un atout, parce que dans votre vie de tous les jours, c'est une force pour vous. Donc vous essayez donc de la surmonter, cette maladie-là, pour pouvoir vivre décemment, dignement, et être au service donc, de votre prochain. Parlez-nous un peu de cette maladie. Je pense que vous l'avez un peu esquissé avec Anta. Quels seraient aujourd'hui les besoins, par exemple, d'un malade de la myopathie de Duchenne au Sénégal en 2024? Merci, M. Khan. Tout d'abord. Donc, en tant que M. Brahim, donc, je suis déjà à l'âge de 22 ans que je suis victime de cette maladie rare handicapante. Donc, avec des symptômes d'abord de faiblesse musculaire. Quand je marche, je tombe. Et à l'époque, j'étais à l'université, Charles de Diop de Dakar. Il y avait donc Pierre Ibrahim Ndiaye. C'est celui qui m'a même confirmé que je suis victime d'une maladie rare. Mais à l'époque, c'était tellement compliqué d'abord avec la société, parce qu'en tant qu'invalide, à l'âge de 22 ans, maintenant on est en situation de maladie rare. Déjà, c'est très compliqué comment s'adopter. Alors, je pense que déjà, avec le problème de l'accessibilité, c'est une problématique. Et le problème aussi de l'entourage, surtout la famille, parce que dès qu'on est dans une situation de cette maladie-là, les gens pensent qu'il est victime d'une rap comme ça. C'est très compliqué. C'est qui retarde la prise en charge. Sénégalaise, voilà. C'est déjà compliqué, d'abord en tant que dans la société, de voir un peu stigmatisé. Alors, deuxième volet, c'est un aspect de scolarisation, parce que dès qu'on est en situation de cette maladie, est-ce que les lieux sont adoptés? Oui. C'est très compliqué, parce qu'il y a pas mal des enfants, ils s'arrêtent très rapide, ils s'arrêtent tôt pour leur études de scolarisation, comme primaire ou bien leur études universitaire. Déjà pour accéder à leur salle de... Effectivement, c'est très compliqué. À leur classe, c'est compliqué. Effectivement, c'est pour cela, d'abord, il faut que le lieu l'établissement soit adopté pour le handicap. Au niveau du centre, d'abord, il y a un centre qui est plus, effectivement, mais est-ce que ça prend toutes les pathologies? Parce que comme les maladies rares, c'est des handicaps très lourds. Ça demande prise en charge, et ensuite aussi, l'handicap, ça demande un méthode adopté, en fait. À quoi ça veut dire, on peut marcher, on peut tomber. C'est-à-dire, et le problème aussi, c'est le problème d'avoir un problème de respiratoire. Parce que dès qu'on a une faiblesse musculaire, le système oxygène, ça commence à menacer. Vous essoufflez vite. Effectivement. Et il y a aussi certaines pathologies plus compliquées encore. Hier, j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Arona. On a la même maladie, mais sa maladie, il est plus avancé que moi. Il a un problème de respiratoire, c'est-à-dire, même il me dit que même le matin, avant qu'il prenne quelque chose pour manger, c'est très compliqué. Il peut attendre jusqu'à 13h, 14h pour prendre quelque chose. Parce qu'il a un mal à prendre quelque chose parce qu'il a un problème de gorge comme ça. Bon, il y a aussi d'autres pathologies. Ils ont un problème de quoi? Un problème d'avoir des matériels adoptés, comme des chaises électroniques. Dès qu'on est en situation de handicap général, je ne parle pas même des maladies rares, mais dès qu'on est en handicap, on a un problème des appuis techniques, comme des chaises, des béquilles. On a même l'habitude de faire des collectes. Et tout cela, je pense qu'on devait avoir un pris en charge. C'était normal que l'État prenne en charge cela, d'être
mettre à disposition des matériels. Parce que si vous allez en France, il y a des situations pour les matériels. Et maintenant, est-ce que donc, au Sénégal, c'est adopté ou pas? Mais l'autre chose, ce qui nous touche plus, c'est il y a d'autres pathologies handicapantes, comme je vois donc les IMC. Les enfants sont atteints d'IMC, ça fait pas des maladies rares. Mais maintenant, eux, ils ne font aucune activité parce que l'enfant, il reste sans bouger, c'est-à-dire on va lui déplacer et donc il reste dans... Il reste inerte toute sa vie durant. Voilà. Là, ça demande une maman qui devait être à ses côtés, de lui soulever, et de lui donner, de lui nourrir. C'est très compliqué. Déjà, la maman a besoin d'un accompagnement déjà, parce qu'elle va arrêter toutes ses activités de l'autonomisation. Et l'autre chose aussi, c'est le prix en charge au Sénégal, c'est très compliqué. Parce qu'avant, même d'avoir un bilan général, il faut faire donc une analyse, acheter des ordonnances, faire donc une radio, aller dans un médecin. Il y a un cercle déjà, on voit très long. Avant même qu'il se trouve sa maladie, il peut même décéder très tôt à cause de manque d'information et d'orientation. Aujourd'hui, l'association Tahom Assistance Handicap, on l'a mis en place. L'objectif, c'est d'orienter et de sensibiliser les parents et de leur donner de l'espoir. Surtout dès qu'on a cette maladie, l'aspect psychologique est très en absence. Parce que la société te voit avec une autre manière. Il y a certaines personnes qui te comprennent. Même moi, à l'époque, j'avais des amis, mais je marchais avec eux. Mais entre-temps, comme je marche un peu lent, et les gens disent que bon, lui, il nous fatigue, bon, il est très lent, bon. Imagine-toi, comme si il y a d'autres personnes aussi, de sa famille même, il ne s'occupe pas de lui. Il est donc stigmatisé. Là, vraiment, ça peut être double handicap déjà. Bon, c'est pour ça aujourd'hui, Tahom, on l'a mis en place. Depuis la première édition, on a mis en place la célébration journée mondiale de la myopathie. Dès que je me suis retrouvé que je suis victime d'une maladie rare, et confirmé avec l'Espagnol Dr Pedro, il m'a même mis en place donc un rapport médical pour le test génétique qui confirme que je suis victime d'une maladie qui s'appelle la myopathie, dystrophie musculaire. Aujourd'hui, en 2020, on a lancé la célébration journée mondiale de la myopathie à l'hôpital de la Diam. En deuxième édition, on l'a mis en 2021 à l'hôpital Roi Baudouin. La troisième édition, c'était en 2022 à l'hôpital Fan. Et après les 3 journées, on a mis en place la célébration journée internationale des maladies rares. C'était la première édition, c'était le mois de février passé, le 28 février. Avec cette année-ci, comme le mois est le 29, c'est pour ça qu'on a choisi la deuxième édition, c'est aujourd'hui même. Le 29. Le 29, c'est la célébration journée internationale des maladies rares. L'objectif, nous, en tant que les patients et les familles, on a mixé ensemble pour qu'on puisse faire un plaidoyer, pour qu'on puisse aussi réunir nos forces pour que l'État et les partenaires s'impliquent. Grâce à aujourd'hui, avec l'implication des parents et des familles victimes, on a pu travailler avec le ministère de la Santé comme la division de la lutte contre les maladies. Je salue au passage le Dr Moustapha Diop. Peut-être ils ont envie de faire quelque chose, mais la volonté manque toujours. Peut-être parce qu'avec l'aspect des maladies rares, ça demande beaucoup de moyens. On a tendance à les négliger aussi. On se dit qu'en fait, à l'échelle de la population, peut-être que c'est une petite minorité. Donc mettons le paquet sur les maladies, bon, peut-être plus généralisées. Effectivement. Quelque part, je ne suis pas dans leur tête, mais je me dis que peut-être qu'ils réfléchissent ainsi. Bon, aujourd'hui, en tant que Tahom Assistance Handicap, l'objectif même de thème de cette année, c'est comment prendre en charge les maladies rares. On a même pensé d'organiser un téléthon au niveau social. Ce téléthon, ça va nous aider de récolter des fonds ou bien d'avoir des collectes de fonds pour soutenir les malades. Il y a cela 2 jours, on a pu prendre en charge un étudiant qui s'appelle Abibou. Il est actuellement en France. Grâce à le téléthon que nous avons fait, c'était il y a cela quelques jours, on a même collecté d'une solde de 700 000 grâce à cette collecte qui nous a permis aujourd'hui d'aller en France pour
sauver parce que sa situation de maladie, c'est un peu tellement avancé. Alors, est-ce que vous communiquez autour de cela? Aujourd'hui, bon, vous êtes sur ce plateau de Kinkeliba, mais sur les réseaux sociaux, est-ce que vous essayez, je ne sais pas, de faire appel aux bonnes volontés ou encore aux entreprises, des volets RSE des différentes entreprises de la place, des entreprises privées? Oui, donc, comme vous le voyez, l'association a mis en place un comité scientifique. Il y a une commission de communication, mais ça reste de renforcer la communication parce que les maladies rares ne sont pas encore connues au Sénégal. Bon, il y a un manque d'informations. Mais nous, en tant que l'association Tahoma, il y a 4 ans, on essaie de faire des journées mondiales. Ça montre que les autorités, ils sont au courant que cette association existe. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté. Ensuite aussi, nous, à notre niveau, on essaie aussi vraiment de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à que les gens nous aident comme ça. Mais nous, en tant que les malades, en tant que les familles, on essaie même de faire de systèmes de solidarité. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé, peut-être dans quelques jours, on va faire un téléthon, l'anus social. On a même des tickets qui coûtent à 25 000, 50 000, 300 000 pour que les partenaires ou bien des bonnes volontés qui souhaitent nous aider. On a basé aussi des ambassadeurs parce qu'au niveau de AFM Téléthon, en France, ils ont mis en place une plateforme. Il y a des ambassadeurs, des parents qui portent volontaires pour porter cette voix et puis pour que les malades aient un moyen pour... on espère que ce même élan sera noté ici au Sénégal. Hein. On l'espère bien à la suite donc, de ce téléthon-là. En tout cas, vous avez tous nos encouragements, tout notre soutien, raison pour laquelle d'ailleurs on vous a fait venir sur le plateau de Kinkeliba pour faire vraiment le plaidoyer. Encore une fois, bravo et félicitations pour votre résilience, pour votre courage, pour votre abnégation et pour votre joie de vivre. Ça également c'est important et je tiens à le souligner. Merci. Et surtout, bon courage pour ce téléthon. Vous avez reçu un message de Soda Gay Dramé qui dit « Monsieur Brahim Aïdara Ndiaye est une personne vraiment inspirante. Merci beaucoup à la RTS de donner à Monsieur Brahim Aïdara Ndiaye l'occasion de plaider pour la prise en charge et la connaissance de ces maladies rares. Merci en tout cas à vous de votre fidélité à ce magazine. Alors, on va aller de l'autre côté des studios voir Alioune Diop. Bonjour Alioune, comment allez-vous? Bonjour Anta, et je salue bien sûr toute l'équipe de Kinkeliba. Aujourd'hui, dans Archives, nous allons revenir sur la projection du film Bob Marley, One Love à Abidjan. Nous allons revenir aussi sur la disparition de Aston Familyman Barrett, bassiste de Bob Marley, mais aussi parler de la disparition de Peter Morgan, lead vocal du groupe Morgan Heritage. Un chanteur assez talentueux, un chanteur avec un bon vocabulaire, reconnu par tous, un bon technicien. Peter Morgan est à l'aise dans le répertoire de Morgan Heritage pour parler de ses autres frères. Il y a une entente réelle en termes de conception de répertoire concernant le groupe Morgan Heritage entre 2024 et 1994. Je crois que ça fait 30 ans quand le groupe sortait son premier album. Peter Morgan et ses frères, Morgan Heritage, étaient à Dakar en 2008. À la conférence de presse, on avait retrouvé un homme calme, assez pondéré et assez retenu, qui avait beaucoup de retenue dans son discours. Quand on a voulu pousser Peter Morgan à parler de l'actualité politique au Sénégal, en faisant référence à Tiken Jah Fakoly qu'on avait déclaré persona non grata pour avoir tenu des propos que les libéraux n'avaient pas du tout aimés. Donc pour pousser Peter Morgan à parler de ce différend entre le régime libéral et Tiken Jah Fakoly, il avait dit, Peter Morgan, comme réponse, une réponse assez courte quand même, Jah nous a demandé d'être toujours, d'avoir toujours une attitude assez respectable par rapport à la Constitution, par rapport aux institutions, par rapport aux populations de n'importe quel pays où nous nous trouvons. Donc, une façon de dire que je ne vais pas commenter l'actualité politique sénégalaise. Donc, Peter Morgan nous a quittés, c'était le week-end dernier. Et l'autre qui nous a quittés, c'est Aston Familyman Barrett, bassiste de Bob Marley, qui a joué dans tous les albums de Bob Marley, qui a sillonné le monde avec Bob Marley. Aston Familyman Barrett nous a quittés au début du mois de
de février. Il a sillonné le monde, même si on soutient qu'il n'a pas joué au concert Smile Jamaica de 1976. Mais Aston Barrett a l'habitude de dire que la basse, c'est la colonne vertébrale d'une musique. Si elle n'est pas aux normes, donc la musique risque de souffrir parce que c'est une musique atteinte d'une maladie. Il a formé une rythmique avec l'autre Barrett, Carlton, à la batterie, donc assez célèbre, la rythmique Family Man, Carlton Barrett, Aston Barrett. Donc Aston Barrett nous a quittés aussi, comme d'autres, Bonnie Wailer, U-Roy, vous vous rendez compte, en 2021, on perdait en l'espace de 2 mois U-Roy et Bonnie Wailer. C'était le cas en 1987. Cette même année, on a perdu Peter Tosh et Carlton Barrett. En 80, Jacob Miller, 81, Bob Marley. Il y en a eu d'autres. Hugh Mandel à la fin des années 70, Michael Smith à la fin des années 70. Donc le reggae a beaucoup perdu, mais le reggae est toujours là. No one can stop jam music. Ils ont l'habitude de dire, c'est vrai, personne ne peut arrêter la musique reggae. On l'a vécu à Abidjan, quand il était question de projeter en grande première mondiale. Donc Abidjan aussi a joué le jeu à la salle Majestic Ivoire. On a projeté Bob Marley, One Love, un film qui revient sur une partie quand même, ce n'est pas toute la vie de Bob Marley, une partie de la vie de Bob Marley, notamment la violence quand on a voulu l'assassiner avec des autres membres de sa famille. D'ailleurs, pour parler de ce film One Love, Bob Marley, on va voir la session du studio pour la conception. Ben Adir, vous l'avez vu, il a dit qu'il a tout fait pour ressembler à Bob Marley, en tout cas être dans le personnage de Bob Marley, mais il a accepté que ce n'était pas du tout facile. Il a précisé, Ben Adir, qu'il y avait une équipe pour coacher les acteurs pour le patois jamaïcain, l'anglais jamaïcain. Il fallait respecter cela. D'ailleurs, on retrouve comme charme de ce film, pour ceux qui ont vu la version anglaise, cet anglais racontait justement, parlait plutôt par les personnages. Pour la musique du film, il a fallu utiliser exactement les musiques originales de Bob Marley. On n'a pas essayé de reprendre. Ce sont les mêmes titres de Bob Marley qu'on a repris, bien sûr, interprétés par Ben Adir. Et la particularité de cette projection à Abidjan, pour ce film, la salle avait atteint un taux de remplissage acceptable, plus qu'acceptable. La salle était pleine à hauteur de 80%. Surtout la loge dite officielle était complètement pleine. Et ce qui a frappé les gens, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de dames dans la salle Majestic Ivoire. Ça fait partie des particularités de la scène reggae ivoirienne ou abidjanaise. Ce sont des cadres, pas forcément des rastas, mais d'autres gens, d'autres couches de la société, beaucoup qui viennent dans des lieux de reggae comme AZK, c'est un temple du reggae, ou Park Place, c'est un autre temple du reggae. Et tous les responsables de ces temples-là étaient aussi dans la salle pour suivre ce film sur Bob Marley, qui a battu un record au box-office, projeté dans 13 pays. L'entrée a connu une hausse considérable, puisque un pays comme la France, si on projette ton film, premier jour, deuxième jour, sans public, on l'enlève complètement. Mais One Love de Bob Marley continue à être projeté en France, à la limite plus de 200 000 spectateurs par jour. Donc, dans la semaine, près d'1 million. Et puis, en termes d'argent, ça a généré beaucoup d'argent entre la Jamaïque, les États-Unis, mais aussi la France. Pour parler de Aston Barrett un peu, il faut se souvenir qu'il était à Dakar aussi, en 1988, lors du concert de Harlem Désir ou de SOS Racisme. C'était au stade Demba Diop au mois de juin, 18 juin ou 16 juin 1988, avec un soutien promotionnel de Yannick Noah, on s'en souvient. C'était 3 concerts, New York, Paris et Dakar, pour lutter contre le racisme. Voilà, donc il fallait parler de reggae aujourd'hui, il fallait parler de rastafarisme. Et comme je vous l'ai dit, no one can stop jam music. Ja, cela se live all the time, a-t-on l'habitude de dire. Donc voilà, on en a parlé aujourd'hui dans Archives, dans Kenkiliba Anta. Je vais devoir maintenant retourner ou retrouver Adja Fatou Bari plus près de vous, Gunlen Djege. On se retrouve la semaine prochaine.
Effectivement, sur les ondes de Radio Sénégal International, la matinale Gelen Djege, plus près de vous, tout simplement. Une chronique ce matin dédiée au reggae. Alors, 1979, bon, qui date et qui aujourd'hui est intemporel parce qu'on continue à l'écouter avec beaucoup de plaisir. Les mélodies, les paroles parlent toujours, sont d'actualité. D'ailleurs, je vous propose de suivre l'actualité avec justement le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Le sifflement du train du baume au cœur des Thiessois qui réveille en chaque fils de Thiès des souvenirs enfouis, rappelant la période faste et glorieuse du trafic Dakar-Bamako. Avec la gare réhabilitée et la reprise effective du trafic ferroviaire, Thiès, la ville aux deux gares, sera bientôt connectée à Dakar, la capitale. Un voyage en train jusqu'à Diamniadio pour poursuivre avec le TER. Ce jour est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Diamniadio. Quel bonheur pour les Thiessois que nous sommes de revenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été. Cette reprise effective du trafic ferroviaire est possible grâce à une collaboration fructueuse entre CFS, GTS et SENTER. Une collaboration qui a permis l'atteinte de tous les objectifs visés. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. Conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer, incontestablement indispensables pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique durable pour le pays. Le train fera désormais la navette Thiès-Dakar-Thiès, des navettes quotidiennes qui coûteront 1 500 francs CFA pour la première classe climatisée et 1 000 francs CFA pour la deuxième classe ventilée. Les trains qui vont faire la rotation Thiès-Diamniadio, Diamniadio-Thiès sont de type réversible. Les rames réversibles de GTS sur cet axe sont dotées de 2 têtes comme les rames du TR. Elles sont équipées de moteurs diesel pendant que leurs jumelles du TR sont dotées de moteurs électriques. Désormais, il faudra juste moins de 2 heures pour partir du cœur de ville de Thiès et arriver au centre-ville de Dakar avec une rotation de 10 trains par jour à raison de 5 allées, 5 retours. La relance du trafic ferroviaire ouvre de belles perspectives dans le transport de masse. Au-delà de faire de Thiès un hub ferroviaire, elle permet de reconnecter Dakar aux autres villes du Sénégal et fera de la capitale du rail le fleuron de l'industrie ferroviaire. Aux populations, il est seulement demandé de s'approprier ce symbole de renaissance. Séance de répétition en vue d'une cérémonie prévue dans quelques jours. Bienvenue au QG de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue. Pour ce groupe qui a réussi à se faire un nom, tout est parti d'une initiative d'une bande de camarades de classe il y a plus de 20 ans. À l'époque, je parle de l'année 2001, année de notre création, nous étions des élèves dans un CEM à côté qui s'appelle le CEM Diawar Diagne. Et nous avions à cette époque-là des œuvres au programme puisque nous étions en classe de 3e. Nous étions dans une école qui n'avait pas vraiment une bibliothèque. On n'avait pas accès à des ressources documentaires telles que livres, etc. L'idée m'est venue de proposer à mes camarades du CEM d'organiser une pièce de théâtre. C'est ainsi que nous avons fait des correspondances adressées à la direction du livre et de la lecture, à l'UNESCO Breda à l'époque, à la BLD, Bibliothèque Lecture Développement, etc. Et ces structures-là sont venues répondre le jour de la représentation. Et c'est là qu'on a créé notre première pièce de théâtre qui s'appelle Le Procès du livre. Et l'aventure continua dépassant les murs de l'école pour devenir un patrimoine de la banlieue. Au théâtre dit de Forum, cette troupe dit avoir apporté une touche particulière. Le théâtre innovant, c'est en fait cette forme de théâtre-là qui met en valeur
le triptyque flexibilité, adaptabilité, créativité. La flexibilité, c'est quoi? C'est que nous avons cette possibilité de nous mouvoir dans n'importe quel environnement, sans avoir du matériel, le décor à mobiliser. Nous sommes en fait dans l'état de la minimalisation. L'adaptabilité, peu importe l'espace où vous nous amenez, ce n'est pas à l'espace de s'adapter à ce que nous faisons, c'est à nous de nous adapter à l'espace. Et maintenant, le dernier, c'est la créativité. Il faut être créatif, il faut être inventif. Maguette, Salimata et Adji sont membres de cette compagnie qui compte aujourd'hui 17 artistes, à chacune son histoire, avec les espoirs de la banlieue. J'étais élève ici au CEM Thiaroye 2. Je venais ici auparavant pour faire des exposés. C'est là qui nous aidait avec les exposés. C'est comme ça que le théâtre m'a charmé. C'est comme ça que j'ai aimé le théâtre. Et par la suite, j'ai intégré. J'ai intégré à Histoire de la banlieue en 2015, suite à un frère qui s'appelle Asmalik Nia, dans une formation de théâtre Makodou Meng à Blessengo. Je faisais le théâtre Navetan. J'ai intégré la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue en 2022 par l'intermédiaire d'une personne nommée Babacar Dior. Parce qu'avant, j'étais dans l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, Arcos. Différentes structures de l'État et autres organisations internationales sollicitent les services de cette compagnie pour faire passer des messages et chaque prestation est préparée avec beaucoup de sérieux. Le spectacle que nous sommes en train de préparer pour le compte d'une organisation, c'est une collectivité, une commune. C'est le PDC, le programme de développement communal, qui fait 83 pages et que nous devons restituer en 10 minutes. Donc la communication doit passer parce que c'est une collectivité qui veut que ces populations puissent s'approprier des ressources de la commune afin de pouvoir bâtir l'avenir de la commune. Et il fallait faire confiance au théâtre, plus précisément au théâtre que nous avons, afin de communiquer avec ces populations-là. Chaque prestation a aussi un coût. Même si les gens n'ont pas tendance à bien payer au théâtre, nous savons que nous avons un prix. Et nous exigeons ce prix-là. Nous faisons de la création, de la recherche intellectuelle, nous transpirons ça un prix. C'est pourquoi nous facturons nos prestations et je pense que d'ici la fin de notre carrière, nous devons arriver à pouvoir survivre encore des ressources que nous avons tirées à partir du théâtre. Ce travail, c'est des coups de cœur, mais aussi parfois des déceptions. C'était à la LG Bao. Pourquoi? Parce que j'avais flanché, j'avais perdu mes textes. Sur scène, c'est comme si je n'avais plus rien appris. J'avais l'esprit blanc. Et lorsque j'ai commencé aussi à fréquenter les espoirs, la première fois que j'ai joué devant le président aussi, ça m'a marqué. Oui, c'est une grande personnalité aussi. La compagnie théâtrale Les Espoirs de la banlieue peut aussi être fière de sa réputation qui va au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France ou encore en Suisse, ces artistes ont démontré talent et professionnalisme. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. L'information continue sur rts.sn ou sur live.rts.sn. Tout de suite, la plage des réclames. On se retrouve juste après. Jouer au PMU devient chose facile pour les parieurs. Rendez-vous sur Play Store et téléchargez l'application PMU Sénégal. Créez un compte en remplissant la fiche d'identification. Avec Wave ou Orange Money, rechargez votre compte PMU Sénégal au menu à droite de votre application. Pour jouer, cliquez sur la tête de cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux par
partant. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône Mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique Journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par Internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. De retour en plateau, si vous venez de nous rejoindre, il est 7h50. Bienvenue. Alors, tout de suite, on va passer à la deuxième partie de la rubrique invité. On va parler de gaming, on va parler de jeux vidéo, on va parler d'un sujet qui intéresse, je pense pas trop Alioune Badara Kane. Il est pas trop dans le game. Bien mon fils. Mais qui intéresse sans doute. Voilà, donc... Alors, je laisse dérouler. Non, mais je suis parent et puis je sais que ça intéresse beaucoup mon fils. Hein, même si j'essaie de mettre des garde-fous parce que nous, parents, nous sommes un peu inquiets quand on voit un peu voilà, le niveau d'addiction des jeunes Sénégalais hein, par rapport aux jeux vidéo. Mais il n'y a pas que du négatif dans ces jeux vidéo. Également, il y a des jeux vidéo vraiment très intéressants hein, qui développent même l'intellect de l'enfant et qui cadrent avec nos valeurs socio-culturelles. Aujourd'hui, en entrant dans ce domaine-là, en tant que développeur, voilà, disons, quelqu'un qui propose des jeux vidéo pour sa société, vous mettez l'accent sur quelle thématique, M. Diagne? Je rappelle quand même que c'est un travail, voilà, à la limite collégial, mais plus familial, on va dire. Hein. Il y a votre frère dans les coulisses. Donc, bon, l'univers des jeux vidéo, bon, si on doit prendre une thématique, bon, ça risquerait d'être assez restreint quand même, parce que c'est large. C'est large, oui. C'est très large. Les possibilités sont innombrables. Déjà, côté éducation, donc, par exemple, lorsqu'on veut adapter, par exemple, certains contenus, côté éducatif, donc, aux jeux vidéo, donc ça, déjà, c'est possible. Il y a d'autres jeux vidéo qui ont plus tendance à faire, surtout côté divertissement. Il y a d'autres encore qui adaptent, par exemple, un peu le côté littéraire. Lorsqu'on a envie, par exemple, de traduire une œuvre littéraire, par exemple, c'est le cas de notre jeu vidéo. On a pris un peu... Mais quand même, pour ce jeu-là, c'était surtout une façon de montrer que ce genre de jeu, on est en mesure de le faire localement. Et ça de façon à 100%. Parce qu'il existe, par exemple, d'autres studios de jeux, mais ces studios-là sont en général aidés bon, par des personnes extérieures. D'accord. Voilà. Maintenant, ce n'est pas pour dire que c'est négatif, mais c'est pour dire plutôt que même avec de maigres moyens, même lorsque, comment dire, on n'a pas une connaissance très poussée, comme, parce qu'il s'agit de quelque chose de très compliqué. Il faut dire que ce n'est pas quand même facile. Par exemple, rien que pour le développement de ce jeu vidéo, il a fallu s'entraîner, étudier durant pratiquement 9 mois sur 12. Ensuite, faire le développement du jeu vidéo en 3 mois. D'accord. Donc, ça vous a pris quasiment un an. Quasiment un an. Parce que c'était dans le cadre du mémoire de mon jeune frère. Donc, son projet de fin d'études, bon, en licence 3, professionnelle. Donc, on s'est dit, étant donné qu'il y avait déjà quelque chose qui était là, côté artistique et autres, donc on va essayer d'exploiter cela. On va essayer de voir exactement quels sont les intérêts qui sont autour, parce qu'on a aussi étudié du côté industrie du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça représente, quel était son poids, comme on disait tout à l'heure. C'était au-dessus de toutes les autres industries, que ce soit musicale, que ce soit du cinéma, etc. Donc, si c'est pour prendre une thématique en tant que telle, donc, on dit que vous réduisez votre champ d'action, alors que le public, il est large. C'est large. Voilà. Mais quel que soit le domaine que vous pourriez investir, quand même, vous tenez compte de certaines réalités, ou bien par rapport au public africain, parce que là, il est question un peu de voir comment imposer le Made in Africa dans le monde des jeux vidéo. Exactement. C'est ce qu'on avait tantôt soulevé. Par exemple, lorsqu'on disait qu'il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Derrière ces corps de métier, il y a aussi l'idée de dire qu'il y a certaines facettes telles que la culture. Du côté, par exemple, lorsqu'on prend par exemple le jeu vidéo, bon, comme on peut le voir, on a l'environnement qui est illustré. Par exemple, ici, il vient de passer par exemple du côté du marché. Bon,
Il y a les dialogues avec les personnages et autres. Bouba le forgeron. Voilà. Là, c'est le fameux Barouteg. Comme vous voyez, voilà. Voilà, un pays Wolof. C'est exactement cela. Voilà. Donc, vous voyez les cases derrière. les types d'arbres même. Voilà. On a l'habitude de voir ça en Afrique. Oui. Bon, en Europe, c'est plutôt les conifères et autres. C'est ça. On a les Canaries qui sont là, Ah on a oui. le Les marché, là. le commerçant, Voilà. les personnes, les étals. Voilà. Devant. Ok. Donc, le personnage là est en train d'entrer dans des zones. Donc, en voyant cela, on est en train un peu de visiter l'environnement africain. Et les jeunes africains s'y retrouvent. Voilà. Et même, par exemple, au niveau du forgeron, la forge qui se trouve là est particulièrement retrouvée en Afrique. Oui. Donc, on a fait un peu de recherche sur... On n'est pas venu, par exemple, pour dire... Bon, on a un forgeron. Maintenant, d'accord, on va prendre un forgeron, par exemple, venant d'Europe. Bon, comment ils font ça? Non, on est allé rechercher exactement quelles sont les techniques de forge qui étaient utilisées, par exemple, en Afrique. Et on a implémenté ça à l'intérieur du logiciel. Donc, ça, c'est la base de démarrage. Donc, qui raconte avec, comment dire, au niveau du synopsis. Là, c'est la pêche traditionnelle, artisanale plutôt. Exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, des pirogues, ici même, chez les Lébous. Chez les Lébous. Donc, Et comment jouer justement à ce jeu vidéo? C'est sur une application Voilà, ou c'est sur une application, c'est sur plateforme. Pour le moment, la version 1 est disponible sur plateforme Windows et aussi disponible aussi sur plateforme Android. D'accord. Bon, bien Pas que Apple pour Store Apple Store, on a prévu cela. Comme on dit, il y a beaucoup de travail. Encore, donc, oui. Au fur et à mesure, ça avancera. Inch'Allah, on souhaite implémenter cela. Est-ce que le marché, il est viable? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a mis, comme vous avez mis pratiquement une année pour créer, développer ces jeux vidéo-là, le retour sur investissement, est-ce qu'il est garanti juste après? Voilà, pour avoir un retour sur investissement sur les jeux vidéo, il faut dire que c'est un marché très concurrentiel. C'est un marché très concurrentiel. Et aussi, développer des partenariats est l'une des stratégies principales concernant cela. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, c'est une partie aussi des domaines d'éthique. Donc, les nouvelles technologies. Donc, cela inclut beaucoup de choses. En arrière, bon, ça, c'est ce que l'on voit. La gestion, par exemple, des volumes, la gestion des images, etc. Alors, en termes de... C'est ce dont on parlait tantôt. Maintenant, côté marché, disons que côté africain, c'est ce dont on parlait tantôt, il y a beaucoup de consommation, il n'y a pas assez de production. Donc, ça veut dire déjà que opportunité il y a. Opportunité il y a. C'est déjà sûr et certain. Donc, comment faire pour, promouvoir Voilà, c'est ça. Promouvoir la Ces culture jeux vidéo, africaine, voilà. le contenu local que l'on a, l'inclure à l'intérieur des jeux vidéo, pouvoir exporter ça. Par exemple, même si ce n'est pas 100% consommé dans le marché africain, les marchés extérieurs existent. Mais bien sûr. Par exemple, bien sûr. regardez, à l'extérieur, ils ont pu prendre, par exemple, leur culture. Ils ont pu prendre, par exemple, leur façon de penser, etc. Inclure ça à l'intérieur des jeux vidéo, rendre ça très intéressant. Et pouvoir imposer ça dans le marché africain, c'est devenu très intéressant. Maintenant, pourquoi pas faire la même chose? Disons que le marché est large, ce n'est pas déjà conquis. Donc, il y a des possibilités pour mettre ça en œuvre et produire des jeux vidéo de ce genre-là. Donc, rien que lorsqu'on a vérifié au niveau africain, pour ce type de jeux vidéo particulièrement, bon, il y en a d'autres, donc des types de jeux vidéo 3D. Il y en a un qui avait développé un sur la lutte sénégalaise. Je pense qu'on l'avait reçu en plateau. Oui. Voilà, vous voyez, donc il y a déjà cela. Maintenant, pour ce type de jeux vidéo-là, précisément, disons qu'actuellement, après nos recherches, on n'en a vu que 3. D'accord. Que trois jeux vidéo de ce genre. Mais pour l'instant, vous ne vivez pas de ça, hein? Non. De la création de jeux vidéo. Hein? Non, pour l'instant. Pour l'instant. Mais dans un futur proche, un peu, voilà, la perspective est vous un peu comptez plus bien large. tirer profit quand même de cela, de cet investissement. Bien sûr, parce que aussi, de notre côté, bon, comme ce que l'on disait, ce n'est pas le fait de, par exemple, jouer. Il y a d'autres idées derrière. D'accord. Par exemple, actuellement, le contenu, lorsqu'on rentre sur Google Play, on a tendance à voir que certaines choses qui ont tendance à dévier la jeunesse s'y trouvent, malheureusement. Donc, en Afrique, on a nos réalités, on a nos cultures, on a notre idéologie. Et adopter certaines choses pourrait peut-être dévier notre jeunesse des objectifs principaux au niveau national, comme on avait dit. Et cela, après, le jeune, il va se poser la question, bon, après avoir été dévié, il ne va pas s'en rendre compte. C'est vrai. Il ne va pas s'en rendre compte. Il était très jeune lorsqu'il a subi cela. Donc, son esprit sera axé sur quelque chose, bon, il ne verra pas le chemin. Donc, il va se dire, bon, c'est pas la peine. Bon, il a perdu son temps, il a perdu, voilà. Et après, il s'en va.
Retour en arrière. Donc vraiment, vous vous battez d'une certaine façon à travers ces jeux vidéo-là pour éveiller, conscientiser notre jeunesse. Et rien que cela, vous méritez vraiment d'être accompagné. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On a beaucoup aimé cet échange-là et je salue votre optimisme. Alors, M. Ndiaye, juste le programme de la journée de célébration. Très rapidement. En quelques secondes. Bon, merci. Cette année-ci, on a prévu de faire un programme. Déjà, aujourd'hui, on a prévu de faire un point de presse avec donc, le ministère de la Santé à partir de 10h. Et après, avant le mois de Ramadan, on a prévu de faire une nuit sociale. Bon, peut-être il y a des tickets, comme là, je vous l'avais dit tout à l'heure. Si les gens sont tellement intéressés, je pense qu'il y aura des gens très sensibles. Et nous lançons un appel déjà, avec le directeur déjà, il commence pour magnifier cet acte de solidarité pour sauver, parce qu'on a une liste de nombre de 30 enfants qu'on devait les sauver, parce que leur vie c'est un peu menacée. C'est pour ça qu'on a pensé cette année-ci de faire un nuit social. On a besoin aussi surtout des parrains et des partenaires, surtout des grands stars qui peuvent aussi vraiment contribuer. Vous en avez une, Anta, la star de Kinkeliba. Elle sera plus engagée, elle sera une ambassadeur. Voilà, elle sera votre ambassadrice, c'est ça. D'accord, je vais collecter vraiment tous les fonds des membres de l'équipe de Kinkeliba. Merci messieurs d'être passés sur ce plateau. Merci monsieur Diagne et bon courage justement pour la suite de ce jeu vidéo que vous avez mis en place avec votre frère. Monsieur Ndiaye, bon courage pour cet événement que vous organisez. Alors ce sera aujourd'hui la journée internationale des maladies rares. Merci Aline Badarakan de m'avoir accompagné ce matin. Merci coach Tandara. Ce matin, on a fait du yoga avec vous. On va essayer d'en faire ce soir avant de se coucher, n'est-ce pas, Lune, promis? Comme ça. Yoga Très bien. C'est sur cette position de yoga d'Alune Badarakan que je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, rendez-vous demain, même heure, 6h30, Kinkeliba. Yoga.